instant. Veillée d'armes pour les enseignants, casse-tête pour les parents, J-1. Avant la grève dans les écoles contre le protocole sanitaire, le SNUIP-FSU, premier syndicat du primaire, annonce 75% de grévistes. La moitié des écoles seraient fermées. Jean-Michel Blanquer apparaît plus que jamais fragilisé. Lui qui répétait hier, ici même, sur ce plateau, on ne fait pas une grève contre un virus. Est-ce l'effet emmerder les non-vaccinés? Emmanuel Macron, toujours en tête du premier tour de la présidentielle à 23%, mais en baisse de 3 points dans le sondage ELAB pour BFM TV, l'Express et SFR. Le président sortant perd du terrain face à Marine Le Pen et Valérie Pécresse, toutes deux à égalité à 17%. Marine Le Pen, invitée exceptionnelle de Jean-Jacques Bourdin ce matin pendant près d'une heure. La candidate du Rassemblement national attaque Éric Zemmour, dont l'actionnaire principal est Valérie Pécresse, dit-elle. On va revenir évidemment dans quelques instants sur cet entretien accordé donc par Marine Le Pen à Jean-Jacques Bourdin, ses déclarations et aussi notre sondage. Mais d'abord, Olivier Véran, donc le ministre de la Santé, qui dit face à ce raz-de-marée de contamination que les mesures traditionnels, type couvre-feu, confinement, n'ont visiblement pas d'effet escompté sur ce variant. Écoutez. La certitude, c'est que le variant Omicron, il est amené à circuler et à traverser la planète. Donc oui, on le laisse filer. Non, attendez. C'est-à-dire que les pays qui aujourd'hui ont mis en place un confinement, il y en a quelques-uns en Europe, quand ils vont déconfiner, ils vont être traversés par Omicron. Il est trop contagieux. Donc là, on subit la situation. Ce qui est aussi certain, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs avec le Premier ministre en conférence de presse à plusieurs reprises, c'est que les mesures traditionnelles, et réduire d'un tiers les jauges dans les bars, les restos, etc., n'ont pas véritablement d'impact sur un variant aussi contagieux que celui-ci. Là où je vous suis, c'est que l'indicateur clé que nous surveillons, c'est la montée des hospitalisations. Vraiment, nous surveillons cela, je peux vous dire, quasiment heure par heure, pour voir s'il y a quelque chose qui se crée, un mouvement d'hospitalisation plus important. Mais Olivier 25 000 malades à l'hôpital, c'est beaucoup, hein, Marc Fauvel. Hein, c'est loin d'être négligeable. Et 4000 personnes, 4000 patients en réanimation. Laurent Neumann, ça a le mérite de la clarté, parce que depuis plusieurs jours maintenant, et depuis les vacances, en réalité les vacances de Noël, on s'interroge au fond sur la stratégie du gouvernement. Et là, Olivier Véran, au fond, dit, bon, il faut laisser circuler ce virus, et en particulier ce variant, tout en surveillant, bien sûr, les hospitalisations. Oui, et notamment à la lumière de ce qui se passe dans certains pays étrangers avant que ça n'arrive en France, même si ça commence en France. En réalité, jusqu'à présent, il y avait un indicateur majeur. Est-ce que l'hôpital allait tenir? Donc on regardait à la loupe les entrées en réanimation et de façon générale le nombre d'hospitalisations et on regardait si c'était corrélé ou décorrélé par rapport au nombre de contaminations. Mais il y a un deuxième critère qui est rentré en jeu et dont au fond la désorganisation du protocole à l'école n'est qu'un épiphénomène. C'est qu'en réalité le variant Omicron avec son nombre de contaminations et donc de cas contacts est en train de désorganiser toutes les sociétés en Europe et ailleurs. Regardez ce qui se passe par exemple en ce moment en Australie. En Australie, c'est un foutoir invraisemblable entre ceux qui sont malades du Covid, ceux qui sont cas contact. On ne trouve plus de chauffeurs, on ne trouve plus d'assistantes maternelles. Les systèmes de distribution sont désorganisés. Et au fond, il va falloir sans doute remettre sur la table tous les protocoles et la doctrine notamment à propos de la transmission et les cas contacts. C'est ce que le ministre de la Santé est en train d'ambiancer, si j'ose dire. Et évidemment, on sort d'une polémique sur l'école, mais en réalité, cette polémique, elle va se traduire dans tous les pans économiques de la société. Oui, mais d'ailleurs, ce que dit le ministre, c'est une façon aussi de confirmer, de légitimer la stratégie à l'école. Ouais. Bon, tout le monde a compris, les autotests, l'attestation. Bon, il y a quand même une volonté affichée, sans le dire aussi clairement, là aussi, au fond, de laisser les écoles ouvertes à tout prix, même si le virus circule. Aurore Berger est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la République En Marche des Yvelines. Vous êtes avec nous pour commenter la campagne présidentielle dans quelques instants, mais je vous pose aussi la question, vous assumez les propos d'Olivier Véran ce matin? La première chose qu'il rappelle, c'est évidemment la question de la vaccination. Moi, je me suis encore rendue dans un service de réanimation. 100% des lits étaient occupés par des personnes cas Covid. 80% des lits étaient des non-vaccinés et les autres étaient des personnes vaccinées avec une seule dose. Chaque fois qu'on dit ça, à chaque fois que j'essaie de montrer des exemples en disant regardez ce qui se
passe à Montpellier, à Marseille, en vérité, dans quasiment tous nos services de réanimation, on répond fake news, fake news, fake news. C'est ce qui se passe réellement. Enfin, moi, j'y suis allée, je l'ai vu de mes yeux. J'invite tous les Français qui douteraient encore sur ce sujet-là, sur le fait que s'il y a bien un atout majeur de la vaccination, c'est d'éviter de développer des formes graves et donc d'aller en réanimation, de parler aux soignants, de parler à ceux qui, eux, y sont confrontés tous les jours. Après, vu en effet la vague de contagiosité en vérité de ce variant, il faut forcément s'adapter. On ne peut pas avoir les mêmes protocoles face à Omicron que les protocoles qu'on avait face à Delta, parce que ils n'attaquent pas de la même manière, ils n'ont pas la même contagiosité. Et donc, en effet, on ne va pas isoler aujourd'hui les cas contacts, sinon en fait on isole le pays. Et donc, ça veut dire qu'on tue notre économie et on met en péril la vie aussi des Français. Parce que comment on évalue à la fin la gestion de la crise sanitaire ? C'est à la fois, évidemment, le nombre de décès ou la question des Covid longs, dont on parle assez peu, mais aussi des conséquences à long terme du Covid. Mais c'est aussi les conséquences économiques, sociales, psychologiques du pays. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte à chaque fois en adaptant les protocoles. Mathieu Croissando. Et une petite difficulté quand même, c'est que on est face à un message politique qui ressemble un peu à une injonction contradictoire. Parce que d'un côté, on dit, on dramatise, et on a raison de le faire, on dit vaccinez-vous parce que cette maladie peut vous envoyer à l'hôpital et avoir des conséquences très graves. Et de l'autre, on semble dire, de toute façon, on peut plus faire grand-chose face à ce variant Omicron, donc allons-y, laissons-le circuler. En fait, Olivier Véran, il regarde beaucoup ce qui s'est passé en Afrique du Sud, qui est le premier pays où le variant Omicron a été détecté, et où c'est vrai, il faisait le constat déjà pendant les vacances de Noël, le pic a été atteint, ça a décru, alors que l'Afrique du Sud a relâché d'une certaine façon les mesures de contrainte, parce qu'elle a bien vu que, les gens n'étaient pas aussi vaccinés qu'en France, mais il y avait moins de moyens de contrôler tout le monde, et que globalement, ça s'est plutôt mieux passé que lors des précédentes vagues, alors qu'on craignait le pire. Donc du coup, voilà, entre l'exigence de fermeté des non-vaccinés et en même temps ce sentiment non pas de laisser faire, mais de lâcher un peu la bride, je sais pas si ça sera très très bien compris des Français. C'est ça. Et d'ailleurs, si on va au bout de la logique, on pourrait presque dire, alors, lâchons tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Pas la vaccination. Alors voilà. Vous avez raison. D'ailleurs, la pression s'accentue sur les non-vaccinés. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe, vous citiez l'Australie, l'Afrique du Sud, ce qui se passe à l'étranger. Le Québec va taxer les non-vaccinés. Écoutez le Premier ministre québécois. Le vaccin est la clé pour combattre le virus. C'est pourquoi nous recherchons une contribution santé pour les adultes qui refusent de se faire vacciner pour des raisons non médicales. Ceux qui refuseront de recevoir leur première dose dans les semaines à venir devront faire l'objet d'une nouvelle contribution santé. Je sais que cette situation est difficile, mais nous pouvons la traverser ensemble. Alors là, ça va loin, parce que en France, le président veut emmerder les non-vaccinés. Au Québec, on les taxe. Vous savez qu'il y a un pays où c'est pire qu'à Québec, c'est Singapour. À Singapour, depuis avant les fêtes de fin d'année, les non-vaccinés payent intégralement leurs frais de santé. C'est ça. Voilà, c'est simple. Vous êtes malade, vous n'êtes pas vacciné, vous allez à l'hôpital, vous payez tous vos frais de santé. Je rassure toutes celles et tous ceux qui nous regardent, ça n'arrivera pas en France pour une raison extrêmement simple, c'est que le système québécois ou le système à Singapour sont totalement anti-constitutionnel. C'est la solidarité nationale qui s'applique. Oui. J'entends une petite musique dire il faudrait d'une certaine manière que les non-vaccinés soient conscients de ce qu'ils font à l'hôpital notamment. Mais ça n'arrivera pas tout simplement parce qu'il y a une égalité devant la loi. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la campagne présidentielle. Par ailleurs, ce débat, on a commencé à l'avoir puisqu'on a eu des amendements de la part des députés LR sur ce sujet, dans la question du pass vaccinal à l'Assemblée, qui voulaient que ce soit mis en place. Mais c'est un débat éthique qui va bien au-delà de la question des personnes qui seraient vaccinées ou pas. C'est la personne qui a fumé tout au long de sa vie qui se retrouve avec un cancer. C'est quelqu'un qui a eu un accident de la route parce qu'il s'est mis délibérément en danger. En France, on soigne. Et on ne demande pas pourquoi les gens arrivent à l'hôpital. On les soigne et c'est ça en fait le principe éthique qui a été posé. C'est pas la seule mesure très dure que prend au Canada, donc dont fait partie le Québec. Plus de vente d'alcool. Mais il y a surtout plus d'indemnité chômage pour les non vaccinés. Donc on voit bien qu'il y a des pays étrangers qui prennent des mesures beaucoup plus dures que chez nous. Bien.
La campagne présidentielle, évidemment marquée, bien sûr, par cette crise sanitaire, mais nous sommes le 12 janvier, on est maintenant à moins de 3 mois du premier tour. Marine Le Pen, invitée exceptionnelle de BFM TV et RMC ce matin pendant près d'1 heure. C'est l'interview grand format de Jean-Jacques Bourdin. Et la candidate du Rassemblement national a attaqué fort Éric Zemmour, qu'elle accuse au fond de faire le jeu de Valérie Pécresse. Écoutez. Si Éric Zemmour est là pour faire gagner Valérie Pécresse, alors il faut qu'il serait le marchepied de Valérie Pécresse. C'est ce qu'il a dit. Oui. C'est ce qu'il a dit. Il dit si je n'ai pas mes parrainages, alors Marine Le Pen sera au second tour et ça ne sera pas Valérie Pécresse. Donc il faut que Valérie Pécresse me donne les parrainages. Ouais. Non mais pardon, ça veut dire que Valérie Pécresse est son actionnaire majoritaire. Actionnaire majoritaire d'Éric Zemmour, la punchline est assez réussie de la part de Marine Le Pen. Et on voit bien que dans cette interview, elle n'a eu de cesse, au fond, d'attaquer ces deux adversaires-là, Zemmour et Pécresse, qui sont en compétition avec elle pour l'accès au second tour. Alors d'abord, Marine Le Pen a confirmé ce matin qu'il y avait bel et bien un match, non pas à 2 entre elle et Éric Zemmour, mais bien un match à 3 avec Valérie Pécresse. 2, effectivement, elle n'a cessé tout au long de cet entretien de dire, mais vous voyez bien, sur les mesures d'immigration, il n'y a pas tant de différence entre lui et moi. Donc je pose la question, à quoi sert la candidature d'Éric Zemmour? Et elle veut accréditer l'idée que Éric Zemmour, en abaissant le seuil de qualification au second tour, fait en réalité le jeu de Valérie Pécresse et donc joue contre son propre camp. Donc elle met en cause d'une certaine manière la sincérité d'Éric Zemmour et le rôle qu'il joue. Évidemment, elle s'est bien gardée de dire à Éric Zemmour, renonce à être candidat, n'y va pas, rejoins-moi. Elle n'est pas tombée dans ce piège-là. Mais il y a une forme de délégitimation ou de décrédibilisation de la candidature d'Éric Zemmour qui prouve que Marine Le Pen n'est pas certaine, à l'heure où on se parle, d'être au second tour, justement parce qu'il y a ce match à 3 sur l'électorat de droite ou d'extrême droite. Bon, du coup, Mathieu Croissando, et avant d'avoir la réaction d'Aurore Berger, on voit bien que Marine Le Pen est concentrée sur ses adversaires. On croule pas sous les idées et les propositions. Non, voilà, c'est pas. Elle a déroulé. C'est des idées qu'elle avait déjà déroulées, parce qu'il faut le dire, Marine Le Pen, elle est en campagne depuis 5 ans. Alors, elle a mis 2 ans à se remettre de sa défaite, et puis elle a travaillé, elle a parfois changé d'idée, ce qu'a souligné aussi Jean-Jacques Bourdin pendant l'interview. Mais on les connaît, les idées de Marine Le Pen. Mais elle est quand même assez résiliente, il faut le dire. Elle s'est pris 2 missiles, coup sur coup, fin novembre. L'officialisation de la campagne d'Éric Zemmour et la désignation 3 jours plus tard de Valérie Pécresse, qui l'ont fait dévisser quand même dans les sondages. Et depuis, elle regagne du terrain, en tout cas dans le sondage Elab pour l'Express BFM TV avec notre partenaire SFR qu'on a publié ce matin. On le voit bien, elle fait aujourd'hui jeu égal avec Valérie Pécresse et elle a repris du terrain, 1 point. Donc elle remonte, c'est une forme de lente remontada, mais parce qu'elle a un socle, il faut le dire, elle parle, et quand on regarde le sondage en détail, elle parle notamment aux catégories populaires qui la soutiennent et qui la plébiscitent, alors que l'effet de curiosité, l'effet de nouveauté est un peu disparu chez Éric Zemmour, et que Valérie Pécresse, une fois la rampe de lancement de la primaire, va devoir maintenant concrétiser ce qu'on attend. Aurore Berger, Marine Le Pen est-elle la principale adversaire d'Emmanuel Macron? En tout cas, c'est celle qui, aujourd'hui, est peut-être celle qui a le plus de chances d'être qualifiée au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui est certain dans ce qu'elle souligne, et je suis bien obligée d'être en accord avec elle, c'est qu'il y a une alliance assez cynique, Zemmour-Pécresse, qui voit le jour. Bon, il y a 2 choses qui m'ont frappée. La première, c'est l'aide au parrainage, de manière claire et nette. Des maires LR reçoivent, et non pas de manière discrète, mais de manière très affichée, Éric Zemmour dans leur territoire pour signifier qu'ils apporteront leur parrainage. Il me semble assez légitime en général que quand on est un maire LR, eh bien on apporte son parrainage à sa candidate, de la manière que nous, nos maires apporteront leur parrainage demain à celui qui sera le candidat de la majorité présidentielle. Donc il y a quand même ce premier point. Puis deuxième point, quand Guillaume Pelletier a fait le choix de rejoindre Éric Zemmour, ce qui était très intéressant, c'était les arguments. Alors il y a tous ceux qui disaient, en gros, c'est un ralliement auquel on s'attendait, ça servait à peu près à rien. Ils ont essayé absolument de minimiser le rôle qu'avait eu Guillaume Pelletier, oubliant qu'il y a 2-3 mois, il était quand même numéro 2 des LR. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne l'ont pas du tout attaqué d'un point de vue des valeurs. Ils l'ont attaqué en disant c'est une erreur de jugement politique. Il choisit le mauvais cheval. Il va vers celui qui de toute façon ne sera pas qualifié, qui ne peut pas gagner. Ils ne l'ont pas attaqué en disant aller chez Éric Zemmour, c'est démontrer un risque de porosité de nos idées. C'est attaquer les valeurs qui sont celles des Républicains et d'une
droite républicaine. Et ça, c'est quand même un argument qui, moi, m'a interpellée. Moi, je me souviens d'une époque, d'un parti auquel j'ai appartenu, que ce soit avec Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, où il y avait une étanchéité, où il n'y avait pas de doute. Et aujourd'hui, on le voit dans l'équipe de campagne même de Valérie Pécresse, où aujourd'hui, on a à nouveau Brice Hortefeux, Nadine Morano, c'est-à-dire celles et ceux qui clairement ont des idées qui sont très proches de celles d'Éric Zemmour, où on a en numéro 2 de cette campagne Éric Ciotti, qui dit clairement, moi, si un second tour Macron-Zemmour, je vote Zemmour, et une candidate Pécresse qui refuse absolument de répondre à cette question. Moi, j'ai pas de problème à le dire que si je vais tout faire, évidemment, pour celui que j'espère être candidat, pour qu'il soit candidat et pour qu'il puisse gagner cette campagne. Mais nous, on n'a pas d'ambiguïté sur ce point. Vous êtes en train de dire qu'au fond, Pécresse, Zemmour, Le Pen, et tout ça, ce sont 3 candidats très proches, en tout cas, il y a extrêmement proches. Extrêmement proche, non, mais il y a une difficulté, un moment de clarification, on le sait depuis longtemps de la droite. De la même manière qu'on a parlé longtemps de gauche irréconciliable, on a des droites qui sont aujourd'hui irréconciliables. Et aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle est dans une espèce, pour le coup, vraiment de en même temps, mais qui donnerait, à mon avis, des élongations au meilleur des gymnastes. Parce que vous pouvez pas, en même temps, être avec Éric Ciotti et donc avec cette droite qui vous dit de toute façon, quelque part demain, on s'alliera, c'est écrit avec Éric Zemmour, on travaillera ensemble, et après tout, ça n'est pas un adversaire. Il l'a dit dans les débats LR, il a dit ça n'est pas un adversaire politique. Quand vous dites ça, c'est quand même que vous jetez non pas, vous mettez pas une étanchéité, vous jetez des ponts. C'est pas tout à fait la même chose que la droite, encore une fois, que j'ai connue. Donc moi, je dis pas que Valérie Pécresse égale Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Ce que je dis, c'est que volontairement, pour l'instant, elle joue de cette ambiguïté, mais qu'elle va pas pouvoir en jouer longtemps, et qu'une campagne présidentielle, c'est la nécessité de clarifier les idées. Et qu'aujourd'hui, elle les a pas clarifiées, et qu'elle n'a pas clarifié non plus ses soutiens. Regardez ce sondage, intention de vote, donc, au second tour. Bon, alors, toutes les précautions d'usage sur ce que valent les sondages à 3 mois, et même 3 mois et demi d'un deuxième tour. Mais enfin, quand même, Valérie Pécresse confirme quel est le plus grand danger pour Emmanuel Macron. Oui, et c'est l'argument qu'elle essaye de faire valoir. Elle seule, dit-elle, fait-elle savoir, elle seule est en capacité de battre éventuellement Emmanuel Macron au second tour. Et pour ça, il faut se qualifier pour le second tour. Or, pour se qualifier au second tour, elle doit à la fois aller chercher des électeurs modérés qui ont rejoint Emmanuel Macron et qui continuent à être avec Emmanuel Macron, et en même temps séduire des électeurs qui ont fui naguère chez Marine Le Pen, mais surtout qui sont séduits par les propositions d'Éric Zemmour. Et là, c'est totalement contradictoire, c'est le grand écart, et quand il y a grand écart, vous connaissez la règle, on risque le claquage, parce que effectivement, on envoie des signaux contradictoires. Et d'ailleurs, Marine Le Pen l'a très bien compris. Ça vous a pas échappé ce matin face à Jean-Jacques Bourdin, quand Jean-Jacques Bourdin lui demande est-ce que vous accepteriez de débattre avec Éric Zemmour, elle dégage l'hypothèse en touche en disant non. Je veux débattre avec Valérie Pécresse. Pourquoi ? Parce qu'elle a bien compris que celle qui pouvait l'empêcher d'être au second tour, c'est bel et bien Valérie Pécresse. Attendez, on n'a pas encore parlé d'Emmanuel Macron qui est en baisse dans ce sondage. 3 points quand même au premier tour et qui est à égalité au second. Que paye-t-il selon vous ? Alors, on voit qu'il baisse notamment chez les moins de 35 ans, qui étaient ceux qui d'une certaine façon ont été le plus choqués sur sa petite phrase sur je vais emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés. Juste pour revenir un instant à Valérie Pécresse, toute sa question ça va être est-ce qu'elle réussit à incarner le stop ou encore à Emmanuel Macron ? Pour l'instant, il n'y a pas une adhésion au programme de Valérie Pécresse. Quand on regarde le sondage, il y a un tiers des gens qui se déclarent prêts à voter pour elle qui disent le faire par défaut. Donc est-ce qu'elle réussit à incarner l'alternative à Emmanuel Macron et quoi qu'il arrive et de fédérer autour d'elle, ou est-ce qu'on va commencer à s'intéresser à ce qu'elle raconte ? Et là, c'est vrai que ça risque de devenir plus compliqué. Oui. Un petit regret sur la baisse de... Vous savez, hier, on Macron. me demandait de commenter un autre sondage. Le président de la République était à 27% et où dans toutes les configurations de second tour, il était largement vainqueur. Donc moi, j'attends de voir les prochains et surtout, j'attends de voir le résultat de la présidentielle. C'est pas faux. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, ça je vous confirme. Mais je vous confirme aussi que vous allez être appelé à vous prononcer sur des sondages être invité à commenter pendant 3 mois encore. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du live. On va évoquer cette journée de demain. Est-ce que vous êtes d'ores et déjà organisé pour faire garder les enfants ? Parce que pour les écoles, ça risque d'être très compliqué. D'abord le temps. Christophe Persson, le soleil revient.
Oui, le soleil revient progressivement sur l'ensemble du pays. Regardez la situation qu'il y a par exemple du côté de Millau avec la grisaille dans les vallées, dans la vallée du Tarn, mais le soleil ailleurs. Et c'est un petit peu ce qui résume cette fin de matinée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soleil sur le pays, mais par endroits de la grisaille. Et il y a toujours cette vigilance orange sur le sud-ouest de la France. L'onde de crue se propage encore. D'ailleurs, regardez du côté du Lot-et-Garonne ou encore vers la Gironde, le niveau monte encore. À l'Aréole, c'est demain matin qu'il y aura le pic à environ 9 mètres. Donc c'est moins qu'il y a un an, lors de février 2021, où on était monté à 9,80 mètres. Il y a, vu du satellite, vous le voyez, quelques nuages quand même sur la moitié nord que l'on retrouve ci et là sur le sud-ouest avec un petit peu de grisaille. Regardez là la grisaille sur les régions centrales, également vers le Lyonnais, vers le centre-est. Et bien cet après-midi, ça ira beaucoup mieux puisque le soleil va s'installer sur la plupart des régions, sauf à proximité de la Manche où ça restera encore gris, un petit peu pluvieux par moment. Les températures, elles baissent 3 degrés seulement sur l'est du pays, 12 pour la Bretagne, 15 pour la Côte d'Azur. Demain, on retrouvera la même situation, grisaille le matin, soleil généralement l'après-midi. Ce sera d'ailleurs plus ensoleillé qu'aujourd'hui à proximité de la Manche. Vendredi, encore de la grisaille, principalement sur le nord-ouest lors de la matinée. Quant au week-end, la grisaille se forme, revient encore plus sur la moitié nord dans des températures très basses. Et vendredi et dimanche, on retrouvera un ciel gris sur toute la moitié nord et ensoleillé au sud. La météo des neiges avec Valsony, l'exception alpine. On aura encore beaucoup de soleil sur les différentes stations. Du côté des Vosges, quelques rares nuages. Il y a 20 cm de neige à Champ-de-Feu. Pour le Mont-Jura, 50 cm à la station, 75 en altitude. Risque d'avalanche de 3 sur 5 pour les Alpes du Nord avec beaucoup de neige. Plus d'1,10 m à la station de Courchevel.